Ils sont presque tous d'origine très modeste, venus de tous les coins de France avec leurs patois et leurs habitudes, rudes et vaillants, capables de tout supporter, tout endurer, de Valmy à Waterloo pour certains, je pense au cas de ce François qui était allé jusqu'en Égypte, capable de supporter n'importe quelle misère au sein de l'une des plus prestigieuses armées de tous les temps, la Grande Armée de Napoléon, dont Louis Madelin a écrit qu'elle paraissait de loin la mieux ordonnée, la plus disciplinée, la plus resplendissante, quand elle était en vérité, je cite, mal vêtue, mal chaussée, mal nourrie, mal soldée, mal administrée, mal soignée, mal soumise. Voyez ces grenadiers en habits bleus à revers rouge, la veste de basin blanc, la culotte à boucles d'argent et guêtres blanches, les moustaches qui vont, vous savez, toucher les favoris, les cheveux en ailes de pigeon poudrés. Ça, c'est les jours de parade, évidemment. Sous des bonnets à poil, les fameux oursons, ornés du plumet et de l'aigle en cuivre doré. Et puis, voyez les chasseurs, dans leur habit de drap vert à revers rouge, comme l'empereur lui-même. Les canonniers, sombres, au plumet pourpre. Les cuirassiers, avec leurs gilets de fer et leurs casques, énormes casques à crinière et peau de léopard. Les hussards à brandebourg et pelisses, et les sapeurs bleus de nuit. Voilà pour le folklore et pour les collections de figurines en plomb, car, à la vérité, après des jours et des jours de marche, des bivouacs sans cantine ou presque, et quelques pluies de mitraille, tous ces beaux uniformes sur le terrain, au feu, sont beaucoup moins frais. Souvent mal équipés, parfois mal payés, les grognards de l'empereur ne recevaient pas tous les jours leurs 6 sous de solde. À Tilsit, par exemple, la solde avait un retard de 10 mois, même jusqu'à 10 mois et demi, ce qui prédisposait la Grande Armée au pillage, sans doute, mais pas à la malhonnêteté. Nuance. On trouve cette anecdote dans les mémoires de Pelleport. On est en Russie en octobre 1812. La Grande Armée doit abandonner ses fourgons. Alors, que faire de l'argent, n'est-ce pas? Le colonel fait ouvrir le fourgon du 18e de ligne et il y a là 120 000 francs en pièces d'or. Autant dire un trésor. Alors, je cite Pelleport. Chaque officier, sous-officier et soldat reçut une petite somme en promettant de ne pas abandonner ce dépôt confié à son honneur et de le remettre à un camarade s'il venait à succomber. Eh bien, témoigne le colonel, grâce à l'honnêteté de nos braves camarades, les 120 000 francs furent réunis en caisse après la campagne, et cela encore une fois avec des soldats qui étaient mal payés. La constance, l'énergie, le ressort de ces hommes continuent de fasciner 2 siècles après. Je reviens à Louis Madelin. Que de misère allègrement supportée et aussi vite oubliée, écrit-il, longs combats, sanglantes mêlées, blessures effroyables, tout cela n'était rien pour ces soldats. La bataille, c'est au contraire une fête pour eux, presque une récompense. Voilà ce qu'on écrivait en tout cas il y a 50 ans dans une autre historiographie. La Grande Armée a eu faim en Allemagne, elle a eu chaud en Espagne, si tant est qu'on puisse parler au sens propre de Grande Armée pour l'Espagne, elle a eu froid en Russie. Je lisais l'autre jour le témoignage d'un certain Bourgogne qui raconte les souffrances dues à l'hiver russe dont on a parlé à ce même micro et déjà plusieurs fois, en dépit, ces souffrances dues au froid, en dépit de la peau d'ours que lui-même, Bourgogne, avait eu la précaution de rapporter de Moscou. Il évoque la mort du nourrisson d'une cantinière qui voulant donner le sein à son enfant le retrouve dur comme un glaçon. Il évoque aussi cet incendie de grange où vont périr 30 hommes brûlés vifs pendant que des soldats accourus, indifférents aux cris des malheureux qui sont en train de brûler, disent « Oh le bon feu, oh que c'est bon !» Et le plus fort, c'est que dans les pires moments, ces diables de Français, comme disaient les Prussiens, sont encore capables de rire, de plaisanter. Ils jurent comme des grognards, ils s'esclaffent à propos de tout, un bain forcé dans le Danube, une marche de 14 heures, un assaut imprévu. Ce qui les maintient en vie et sans doute en joie, ce qui les pousse à se dépasser chaque jour et à repousser les limites. Et c'est ce phénomène qui suscite à la fois notre étonnement et parfois, disons-le, notre accablement. C'est la foi irréductible de ces hommes dans un chef qu'ils ont placé au-dessus de tout. Une confiance inébranlable dans ce Napoléon qui dira sur le tard « Je passais pour un homme terrible dans les salons, dans les ministères, parmi les généraux, mais nullement parmi les soldats. Eux avaient l'instinct de ma sympathie, ils me savaient leur protecteur. » Leur protecteur, leur homme providentiel, surtout lorsqu'il leur rend visite à la nuit tombée autour des feux de camp et leur déclare, en se mettant directement à leur portée, je cite Napoléon,
J'ai une bonne place, vous savez, je suis empereur. Je pourrais vivre au milieu des délices de ma capitale, me livrer aux jouissances de la vie. Eh bien, je fais la guerre pour la gloire de la France. Je suis au milieu de vous, au bivouac, dans les combats. Je puis être comme un autre atteint par une balle, je me mets au-dessus de mon état. On pourra mesurer cette fidélité extrême jusqu'à Waterloo, où la garde meurt mais ne se rend pas, n'est-ce pas, selon les termes prêtés à Cambronne. Ils tombent, les grognards, les uns après les autres. Ils tombent un à un, en criant « Vive l'empereur !» L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait de La Grenadière sur Europe 1, c'est une marche napoléonienne pour accueillir votre premier invité, Franck. Il s'agit de Jean Tullard, qui est membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste incontesté de Napoléon. Oh oui, incontesté, il fallait bien la Grenadière pour accueillir Jean Tullard. Bonjour Jean Tullard, merci. Bonjour, il y avait la marche consulaire aussi. Oui, on va réserver ça pour tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. Alors, il faut que nous parlions de ces soldats qui... Alors, j'ai dit que un certain nombre d'entre eux avaient participé à toutes les guerres de la République, du Consulat, de l'Empire, etc. La grande armée, au sens propre, ce qu'on appelle la grande armée, c'est l'armée impériale. Elle est formée à partir de cette espèce d'agglomération militaire qu'on installe à Boulogne en vue d'envahir la Grande-Bretagne. Oui, alors déjà, le mot grande armée vous montre le génie de la propagande de Napoléon. Il aurait pu appeler ça l'armée, mais c'est la grande armée. De même que chaque fois qu'il pénètre dans une ville, il signe un décret, le décret de Berlin, le décret de Moscou, etc. Tout ça, ça relève... De la communication, comme on dirait aujourd'hui. C'est le plus grand communicant de son époque, même s'il va perdre la bataille de la guerre psychologique face aux Anglais, néanmoins, il reste extraordinaire. Et la grande armée, l'expression est employée pour la première fois, pour l'armée qui, rassemblée au camp de Boulogne, s'apprête à envahir l'Angleterre. On reprend la guerre, il y avait eu la paix d'Amiens en 1802, la paix d'Amiens a été rompue essentiellement par les Anglais. On a rassemblé une force armée au camp de Boulogne face à l'Angleterre et on se prépare à débarquer. Alors cette grande armée, c'est la meilleure armée que Napoléon eut et peut-être que la France ait eue, dans la mesure où c'est une armée qui est très entraînée, car elle attend. Donc elle s'entraîne, donc elle se livre à des manœuvres. Par ailleurs, c'est une armée issus de la Révolution. Il faut bien expliquer qu'il s'agit d'une armée de conscription. Ça, c'est très nouveau pour l'époque. Hein. C'est une armée de conscription, puisque c'est le système de la conscription, c'est-à-dire une armée nationale par opposition aux armées adverses. Et d'autre part, l'encadrement, ce sont des officiers issus de la Révolution. Et cette armée, superbement entraînée, qui comprend parmi ses chefs Murat, Ney, Davout, Soult, Lannes, ils sont tous là. Presque chaque corps d'armée est dirigé par un maréchal. Hein. Oui, ils sont tous là. Cette armée, elle attend. Et puis, rien ne vient pas parce qu'il se produit Trafalgar et elle va faire, par un mouvement de rotation, elle va prendre le chemin de l'Autriche. Elle s'en va vers l'Est. Elle s'en va vers l'Est avec une extraordinaire rapidité, ce qui est quand même là aussi fabuleux. Et alors que les Autrichiens pensaient surprendre Napoléon, qui était à Boulogne, en attaquant la Bavière, Napoléon, à marche forcée, va retrouver les Autrichiens à Ulm, puis à Austerlitz, et va les battre. Et les bulletins qui racontent ces batailles s'appellent les bulletins de la Grande Armée, et ces bulletins étant diffusés dans toute la France, le mot de grande armée devient maintenant un mot courant dans la France de Napoléon. Alors quand je parle d'armée de conscription, c'est-à-dire que en fait on a recours aux citoyens pour peupler cette armée. Tous les hommes de 20 à 25 ans sont susceptibles de partir pour la guerre. Oui, alors ça il ne faut pas l'attribuer à Napoléon, c'est sous le Directoire. C'est la loi Jourdan-Delbrès qui a établi la conscription et ce qui a de caractéristique c'est que il y a un contingent qui est fixé. Tout le monde ne part pas. Et ce qui est caractéristique de cette France, que l'on oublie parfois, c'est la supériorité de la France sur les autres pays de l'Europe, c'est une France très jeune. Il y a plus de conscrits que
Et les chefs sont très jeunes aussi. Parce qu'on parle de fameux maréchaux, mais on imaginerait des gens, évidemment, quand on dit un maréchal de France au début du XXIe siècle, il n'y en a plus maintenant, mais on a l'impression, on pense à des vieillards, plus ou moins. Là, pas du tout, ce sont de très jeunes chefs. Oui, parce que le bâton de maréchal, et les officiers supérieurs aussi, va récompenser de vieux généraux, tandis que là, il y a eu une promotion de généraux qui a été faite avec, en même temps que la naissance de la République. Et donc, ces maréchaux sont des gens très jeunes, mais déjà très aguerris. Donc, vous avez une armée qui va se lancer à l'assaut de l'Autriche et qui va l'emporter. Jean Tullard, Napoléon, chef de guerre, c'est édité chez Talandier. Alors nous allons voir de quoi elle se compose précisément, cette grande armée de Napoléon. Franck Ferrand sur Europe 1. Et pour parler de la Grande Armée sur Europe 1, nous sommes toujours en compagnie de Jean Tullard, auteur notamment du Dictionnaire amoureux de Napoléon chez Plon, Franck. Et de Napoléon, chef de guerre chez Talandier. Alors, je disais tout à l'heure à quel point Napoléon galvanisait toutes ces troupes de la Grande Armée. Il faut voir de quoi elle se composait déjà peut-être, cette Grande Armée. Les gens qui la composent, les citoyens, viennent de tous les coins de la République. Et donc, à une époque où, il faut bien le dire, les régions sont encore très marquées, bien entendu. On a des langues territoriales, il faut arriver à mettre tout ce monde-là d'accord. Et puis peu à peu, à mesure que les conquêtes napoléoniennes vont se succéder, on va voir arriver dans cette grande armée des personnes originaires, alors carrément de l'étranger, hors de la France initiale, si je puis dire. Oui, alors le 14 juillet 1790, il faut vous rappeler, ça avait été la fête de la Fédération, et là étaient venus des contingents de toutes les gardes nationales de province pour dire que les provinces n'existaient plus, il y avait désormais la nation. Mais vous avez parfaitement raison de noter que la nation, en réalité, c'est une composition de provinces qui ont encore leur langage, qui ont conservé souvent leur système de mesure, de poids et mesure, qui ont leur tradition. La fusion de la France ne s'est pas faite, mais elle va précisément se faire au sein de cette grande armée. La transformation avait déjà commencé sous la Révolution. Mais donc, voilà des gens qui viennent de toutes les provinces. C'est combien d'hommes à peu près de cette grande armée? Cette grande armée, elle va varier. Elle va passer de 100 000 à 500 000 et même 600 000 hommes en 1812. L'armée qui combat, la première grande armée, celle qui combat en Autriche et qui remporte la victoire d'Ulm et d'Austerlitz, c'est une armée française. C'est pourquoi, lorsque on a refusé de célébrer l'anniversaire d'Austerlitz, j'ai été profondément choqué, je l'ai dit, dans la mesure où c'était une armée de la Révolution, une armée encore de la République. Je vous rappelle qu'en 1804-1805, le terme de République est conservé, et c'est une armée française. Donc, il n'y avait aucune raison de condamner la victoire d'Austerlitz. Enfin, de refuser de la célébrer. De la commémorer, en tout cas. De la commémorer. Donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette armée va être terriblement ébranlée à Eylau. À Eylau, où les pertes seront importantes, moins qu'on ne l'a dit, puisque d'après les calculs de Bernard Quintin, cela représenterait que 8% des effectifs. Enfin, c'est déjà quand même énorme. Alors qu'à Austerlitz, les pertes n'avaient été que de 2%. Donc il y a désormais une saignée des troupes de Napoléon. Par ailleurs, le sentiment national qui avait animé les premiers volontaires, qui avait animé encore la grande armée du camp de Boulogne, s'estompe parce qu'on ne se bat plus sur le territoire français. On ne se bat plus pour défendre le territoire français. Bref, les mentalités commencent déjà à évoluer à partir d'Eylau. La belle armée, j'y insiste, c'est celle d'Austerlitz. Je crois que c'est la plus belle armée que la France ait connue et où sont tous les grands maréchaux de Napoléon, même Masséna qui est un peu plus loin, mais ils sont tous là. Et puis il manque Brune qui est resté à Boulogne. Donc, l'armée va progressivement, la grande armée va progressivement se transformer. Après Eylau, on fait appel à des contingents étrangers. Il faut dire qu'il y avait déjà des étrangers, mais qui étaient français, car la France de Napoléon, avait beaucoup grandi. Elle a la rive gauche du Rhin,
elle a la Belgique, elle a des départements C'est la plus italiens. grande France. Oui. Donc c'est une très grande France. C'est ce qu'on avait appelé la grande nation. Donc déjà, les contingents étaient mêlés. Il y avait des Italiens, il y avait des Allemands. Mais ça va prendre maintenant des proportions de plus en plus grandes. Est-ce que la figure tutélaire de Napoléon est aussi importante pour le moral de cette grande armée que Louis Madelin le disait dans le petit texte que je lisais tout à l'heure? Oui, le lien entre l'empereur et ses soldats est établi d'abord par la proclamation. Avant d'engager la bataille, Napoléon parle à ses soldats. Il les galvanise par ces fameuses formules qui font que Napoléon est quand même un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Ensuite, après la bataille, il y a une nouvelle proclamation où Napoléon remercie ses soldats. Et il y a dicté par Napoléon le bulletin de la Grande Armée qui raconte la bataille. Un peu à la manière de ce que faisait César dans ses propres commentaires, c'est dans cet esprit. Que vont être les communiqués de guerre. Plus tard, Et donc, on raconte la bataille, mais on la raconte à l'intention d'abord des soldats. Car les soldats, à la bataille, ils n'ont pas bien compris ce qui se passait. On leur explicite la bataille, mais c'est le secret de tous ces commentaires, évidemment. La Chartreuse de Parme. Et donc, le bulletin de la Grande Armée raconte aux soldats les opérations auxquelles ils viennent de se livrer. En tout cas, ces bulletins racontent les opérations aux soldats qui ont survécu ou à ceux qui ne sont pas trop blessés pour pouvoir les comprendre. Nous venons justement, nous nous intéressons dans un instant au sort des blessés. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit qui nous parle maintenant sur Europe 1 des blessés de la Grande Armée, Franck. Au cours de la campagne de 1809 contre l'Allemagne, Napoléon s'empare de Vienne, vous savez, le 13 mai 1809, et puis de l'île Lobo qui se trouve au sud de Vienne, au milieu du Danube. Il faut savoir qu'à cette époque, le chirurgien en chef de la Grande Armée, c'était évidemment Dominique Larrey, vous savez, personnage emblématique de toute la médecine militaire, le grand chirurgien de l'époque, disons-le, et Larrey va installer une ambulance dans une des vieilles bâtisses qui se trouve là, justement, dans cette île Lobo. Et c'est là que vont avoir lieu quelques-unes des scènes sans doute les plus atroces de ce qu'a pu connaître l'épopée napoléonienne. Larrey avait prévu, évidemment, quand même tout un approvisionnement en pansements, en médicaments. Il s'était entouré de majors, d'aides-majors, d'infirmiers. Simplement, il faut bien dire qu'une grande partie de ces aides qu'il avait avec lui n'avaient pas de grandes compétences en médecine. Et encore, c'est une litote quand je dis ça. La plupart des chirurgiens envoyés de Paris, écrit Percy, qui était chirurgien-chef aux côtés de Larrey, sont de jeunes gens de 19 ans qui n'ont d'autre vocation que de se dérober à la conscription. On y vient, toujours ce système de conscription. Certains cherchaient tous les moyens d'y échapper, évidemment. Autant dire qu'ils ne sont pas très expérimentés, ces petits chirurgiens. Peu de moyens, par ailleurs, ce qui fait que très souvent, à l'issue des batailles, on laissait sur le champ de bataille un grand nombre des blessés sans soins. C'est ce qui va être le cas à la bataille d'Essling à ce moment-là. Dès les premières heures de cette bataille, il y a une telle affluence de blessés que le service est complètement débordé. On voit les majors, les infirmiers courir dans tous les sens. Il faut imaginer les gens qui crient, évidemment. Il y a une atmosphère d'extrême urgence, d'affolement dans ces moments-là. Les ravitaillements ont été arrêtés. On n'a pas assez de lits, évidemment, et pas du tout. Donc on installe le plus possible de couches en paille. La nourriture vient également à manquer. Et on voit continuer d'arriver des blessés qu'il faut abriter, alimenter, soulager. Et évidemment, les blessés, voyant que le temps passe et qu'on ne s'occupe pas d'eux, se mettent à crier. Pensez, on est toujours dans le témoignage de Percy là. Pensez-nous, hurlent les blessés, ou bien achevez-nous, car certains souffrent tellement qu'ils préféreraient sans doute être morts que d'attendre au cours d'une très longue agonie sur des lits de paille dans un coin d'ambulance survolté, si vous me passez l'expression. Les jeunes aides-majors ne sont pas autorisés à faire les amputations. Ils peuvent couper les doigts ou les orteils, mais il faut avoir quand même plusieurs galons pour faire tomber un bras ou une jambe. Quant aux grandes opérations, quand il s'agit d'amputer un membre entier, de désarticuler une hanche ou une épaule, vous imaginez dans quelles conditions tout ça peut s'effectuer à l'époque. Tout ça est réservé bien sûr à Larrey en personne.
On voit arriver vers le soir de la première journée de cette bataille d'Essling, on voit arriver des renforts tout de même. Alors l'arrêt qui n'a pas dormi depuis 18 heures ne prend pas un instant de repos et il répartit ses aides. Il va relancer une campagne d'opération. Il faut savoir que ce combat, cette bataille a été sans résultat. On avait 20 000 Français face à environ 100 000 Autrichiens. Et en vérité, ce qu'ont fait les Français, c'est qu'ils ont réussi à contenir et à repousser l'armée ennemie, mais pas à la vaincre. Il va donc falloir recommencer à se battre. Et le 22 mai 1809, dès l'aube, Napoléon engage donc une nouvelle bataille sur le même terrain que la veille, mais cette fois avec 60 000 hommes. Et alors là, vous imaginez, je vous disais que l'ambulance de l'arrêt était complètement submergé le premier jour de bataille, mais alors le deuxième jour c'est effrayant, on voit arriver des blessés, mais alors on ne sait plus du tout quoi en faire, il faut imaginer toujours ces hurlements, toujours cette atmosphère extrêmement lourde, et vers la fin de la journée survient un petit groupe d'officiers supérieurs. Alors ça c'est toujours mauvais signe quand des officiers supérieurs se présentent dans une ambulance de campagne. Ils escortent en vérité 4 soldats qui, sur leurs fusils croisés, portent, vêtus de l'uniforme de colonel général des chasseurs à pied et de la garde, portent le maréchal Lannes. Très important, le maréchal Lannes, celui que Napoléon considère comme son frère d'armes, celui qui lui avait sauvé la vie au pont d'Arcole. C'est le docteur Baudet qui raconte ce qui s'est passé. Se sentant harassé de fatigue, Lannes s'était assis sur le rebord d'un fossé, les jambes entrecroisées, la droite au-dessus de la gauche, lorsqu'un petit boulet vint le frapper, fracassant la cuisse gauche, emportant un lambeau charnu de la droite. Le maréchal ne put retenir un cri de douleur. On accourut de tous côtés, le sang coulait en jets saccadés du membre gauche, l'artère fémorale était ouverte. La mort par hémorragie paraissait imminente, il fallait se hâter. Un soldat, croyant bien faire, ôta sa cravate, sa cravate à l'époque c'était des foulards plutôt, et l'enfonça dans la plaie pour boucher l'artère. C'était insuffisant et c'était sale. Ce fut sans doute ainsi que s'infecta la blessure, nous dit le docteur Baudet, qui a évidemment un recul sur l'affaire que ne pouvaient pas avoir les praticiens de cette époque. Un autre soldat, plus avisé, dit-il, lia fortement la cuisse au-dessus de la plaie avec la bretelle de son fusil. Ce garrot improvisé sauva momentanément le maréchal, que l'on put transporter ainsi à l'ambulance de l'arrêt. Alors on se dit, quand on lit ce récit, on se dit il a été transporté à l'ambulance, on imagine un hôpital moderne et tout va bien ou tout va mieux. Non, pas du tout, il arrive, en vérité, il tombe de Charybde dans Scylla et débarque dans cet enfer épouvantable où on essaie de lui faire une place. Il faut amputer, bien entendu, ça va durer pas moins de 2 heures pendant lesquelles on dit que le maréchal Lannes n'a pas laissé passer un seul mot. Et puis, il tombe lui-même dans une sorte de coma et on va voir son compagnon d'armes, si je puis dire, on va voir Napoléon se présenter à l'ambulance, ce qui en temps normal n'avait jamais lieu. En silence, nous dit un témoin, l'empereur traverse la vaste ambulance de l'arrêt, puis mettant un genou à terre, il s'incline vers Lannes, semblant attendre qu'il reprît connaissance. À voix basse, l'arrêt lui glissa, « Sire, vous le voyez, vous allez perdre d'ici peu votre meilleur ami ». Le lendemain matin, l'empereur envoie vers l'île Lobo une barque afin de faire transporter le maréchal Lannes à Kaiser-Ebersdorf. En vérité, on a donc coupé une des jambes du blessé. Il faudrait amputer l'autre. Pendant quelques jours, on va espérer sauver Lannes, mais dans la nuit du 27 au 28 mai, la gangrène se déclare. Le patient commence à délirer et c'est le début de l'agonie. Lannes va survivre néanmoins jusqu'au 31 mai et il mourra dans les bras de l'arrêt. Vous voyez qu'il a bénéficié évidemment en tant que maréchal de France de soins dont un très grand nombre des blessés qui l'entouraient n'ont pas pu, eux, bénéficier.
Un extrait de la sérénade de Beethoven sur Europe 1 pour accueillir Bertrand Font, qui est conservateur du patrimoine au service historique de la Défense, et Michel Roucault, responsable des fonds privés napoléoniens du service historique de la Défense. Ils sont les commissaires de l'exposition des aigles et des hommes sur les traces de la Grande Armée qui se tient au château de Vincennes. Et oui, et qui permet d'ailleurs, ce n'est pas le moindre des avantages de cette exposition, de visiter certaines des grandes salles du pavillon du Roi qui sont donc ouvertes au public à cette occasion. Alors, bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre. Évidemment, Jean Tullard nous a brossé à la hussarde de cette grande armée un tableau général. Vous avez essayé d'entrer avec cette exposition dans le détail des choses, et les documents qui sont présentés nous font partager littéralement le quotidien des grognards. Effectivement, alors je commencerai... Bernard Fonck. Je commencerai par préciser que cette exposition est gratuite, c'est assez rare pour être souligné, qu'elle se déploie donc sur plus de 500 mètres carrés au sein du pavillon du Roi du château de Vincennes, qui est lui-même bien plus accessible au public, notamment parisien, qu'on ne le pense habituellement, et qui se déploie pour présenter donc les documents issus pour l'essentiel des fonds du service historique de la Défense, mais également d'un certain nombre de prêts exceptionnels qui nous viennent du musée de l'armée, du musée Carnavalet ou de la Fondation Napoléon. D'ailleurs, François Hautsec, qui est responsable de l'édition de la correspondance Napoléon à la Fondation Napoléon, est le troisième commissaire de cette exposition. Parmi les objets exposés, il y a, Michel Roucault, cette fameuse caissette de classement du renseignement, la caissette de Berthier. Il faut expliquer de quoi il s'agit. On peut dire que c'est une petite révolution dans la manière de gérer l'organisation militaire. Absolument, Napoléon, qui était souvent sur bien des sujets en avance sur son temps, réfléchit à la manière de traiter l'information collectée. On l'a vu avec Jean Tullard, la guerre a changé de physionomie, on va sur d'autres théâtres d'opération, les effectifs sont de plus en plus importants, on a besoin d'appréhender le renseignement dans l'espace, appréhender l'espace par des cartes, mais aussi appréhender la position des ennemis. Alors, lorsqu'on reçoit des rapports, Napoléon, dès 1805, dès septembre 5, demande à Berthier, son major général et ministre de la guerre, de faire confectionner une caissette, enfin 2 caissettes, une pour lui et une pour Berthier, en acajou, par Biennet. Ce sont des coffres, disons. Ce sont des coffres. Il faut donner les dimensions à peu près. Elles font 1,20 m sur 60 cm à peu près, et elles s'ouvrent comme une mallette. Et dans cette caissette, il y a des petits compartiments avec des numéros en chiffres romains. Alors, si vous le voulez, Michel Roucault, nous allons revenir sur cette caissette, sur l'organisation et d'une façon plus générale sur la Grande Armée dans un instant. Mais comme nous l'avions prévu, c'est l'actualité qui nous rattrape maintenant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes précisément au cœur de l'histoire de la Grande Armée aujourd'hui. Voilà, on nous demande parfois si cette émission est en direct. Nous en avons la preuve. Voilà, vous en avez la preuve aujourd'hui. Alors, Michel Roucault, vous nous parliez de cette caissette. En fait, il s'agit tout simplement, d'une boîte à compartiments pour permettre de classer les informations sur les mouvements de l'armée, en fait, c'est ça ? Absolument. Mais en fait, chaque compartiment représente un quadrillage sur une carte, et on y place des petits cartons qui représentent les unités ennemies avec le nom des chefs de ces unités. Et dès que on a une information par information ouverte ou fermée, par reconnaissance, espionnage ou par des informations du réseau diplomatique, l'officier qui est chargé de cela place les unités en question dans la cassette correspondante. Jean Tullard, on parle généralement d'un Napoléon visionnaire, bien entendu. Vous nous avez montré tout à l'heure à quel point Napoléon pouvait être aussi un meneur d'hommes, incontestablement. C'est un organisateur, n'oublions pas. C'est ce que j'ai démontré dans mon livre. Le renseignement prime. Napoléon sait exactement les adversaires qu'il va affronter. Et lorsque, lors de la retraite de Russie, les Russes se sont emparés de papiers de l'état-major, ils ont été stupéfaits de voir que Napoléon avait des renseignements sur toutes les troupes. C'était presque l'ordinateur avant l'heure, si je puis dire, cette cassette dont on parlait à l'instant. Il avait des livrets militaires où étaient inscrits les régiments avec les officiers et l'emplacement de chaque régiment. Alors, quels sont les documents en dehors de cet objet passionnant à voir et qui fait partie des collections du musée de l'armée en temps normal, c'est ça ? Quels sont les clous, si je puis dire, de cette exposition ? Qu'est-ce qu'on peut y voir exactement, Bertrand Fonck ?
Alors on peut y voir des documents représentatifs des collections du service historique de la défense, c'est-à-dire des documents d'archives, mais dans toute leur signification, dans toute leur diversité. Donc des documents écrits, des cartes, des plans, des collections iconographiques, collections iconographiques également, donc qui documentent l'histoire de la Grande Armée et la naissance de la légende de la Grande Armée. Puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et donc on trouve aussi bien des documents qui illustrent le commandement de la Grande Armée, donc l'histoire par le haut, si vous voulez, à travers notamment la correspondance de Napoléon, et des documents qui illustrent le quotidien des soldats, la guerre à hauteur d'homme. On peut citer des témoignages, des lettres de Grognard, notamment sur la campagne de Russie, ou des documents plus administratifs sur la gestion de cette énorme machine militaire qu'était la Grande Armée. Et puis on voit les fameuses proclamations d'Austerlitz aussi. Alors voilà, parmi les documents les plus remarquables, les plus emblématiques, on peut citer effectivement les proclamations d'Austerlitz. Donc la proclamation du 1er décembre, par laquelle Napoléon a cherché à galvaniser le moral de ses troupes. Et puis la plus connue demeure quand même la proclamation qui a suivi la bataille d'Austerlitz, qui commence par ces mots « Soldats, je suis content de vous » et qui termine par « Il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour que vous le répondiez. » Voilà, un brave. Donc ça, ce document, tout le monde le connaît. Là, on est vraiment dans la légende napoléonienne. Effectivement. Ce document, qui l'a vu, nous sommes très heureux de le présenter au public à travers cette exposition, le document original signé par Napoléon. Ceux qui étaient à Austerlitz pourront dire voilà un brave, on pourra dire voilà un brave, et ceux qui ont vu le document, on pourra dire voilà quelqu'un de cultivé, de bien renseigné. Vous nous dites, Jean Tullard, que l'organisation a joué un rôle essentiel, le renseignement aussi, puisque Napoléon va fonder en quelque sorte sa politique militaire sur le renseignement. C'est fondamental chez lui. Est-ce que dans ce renseignement, vous incluez la cartographie et la précision des renseignements topographiques ? Alors, il y a deux choses. Il y a le renseignement pour le renseignement, avec des espions un peu, quelquefois doubles. Le plus fameux, c'est Schulmeister. Bon, là, c'est le renseignement, l'espionnage à proprement parler. Schulmeister, on avait fait une série télé sur cet espion de l'empereur. Vous avez ensuite les ambassadeurs qui renseignent. En réalité, les ambassadeurs sont des agents de renseignement de Napoléon qui leur demandent des précisions, surtout militaires. Et puis, il y a des gens qui sont envoyés en mission. Ainsi, avant la campagne d'Austerlitz, Murat et Bertrand étaient allés reconnaître le terrain. Alors, la carte qui intervient est une carte importante dans la mesure où Napoléon insiste surtout sur la topographie. Il est très curieux, et je le note dans mon livre, qu'il n'est pas tenu compte du climat. Pour lui, c'est avant tout un topographe. Et il connaît le terrain, il sait les rivières qu'il faudra traverser, les gués, bref. Il a une connaissance parfaite grâce à un système cartographique, un service cartographique dirigé par Bacler d'Albe qui donne des cartes. Alors la plus difficile à établir... On a oublié aujourd'hui, mais il faut bien que nos auditeurs comprennent ça, c'est que les cartes avaient à cette époque une importance stratégique. C'est toujours le cas, mais beaucoup moins, parce que maintenant avec tout ce dont on dispose, il n'y a plus tellement de mystère. À l'époque, les cartes avaient une importance stratégique majeure. Lorsqu'une nouvelle carte était établie dans un pays donné, il était très strictement interdit d'en établir des copies et encore plus de faire circuler ces copies à l'étranger. Et c'est ce qui se passe pour la campagne de Russie où Napoléon essaie d'obtenir des cartes que le tsar empêche de sortir de son empire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans le cas de la campagne de Russie ou dans d'autres cas, sont des noms étrangers qu'il faut reporter sur des cartes. Et il y a des problèmes d'orthographe. Et alors pour la avec Russie, parfois des confusions qui ont eu des conséquences historiques incroyables. Napoléon est avant tout un cartographe et il raisonne, d'ailleurs on le montre chaque fois, penché sur ses cartes avec son état-major et un compas et disant voilà. Bref, il raisonne en fonction de la carte et jamais en fonction du ciel. Enfin, il n'a pas le climat n'est pas pour lui important. Si vous songez qu'il débarque en Égypte avec des soldats équipés comme il l'avait été pour la traversée des Alpes, dans la neige. Bref, vous vous dites, c'était quand même peut-être pas l'idéal. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que la traversée du désert d'Alexandrie jusqu'au Caire sera terrible pour ces soldats. Pire même que la campagne de Russie, que la retraite de Russie.
Alors ça, c'est la guerre vue d'en haut, si je puis dire. Napoléon, chef de guerre de Jean Tullard, c'est chez Talandier. Nous allons voir dans un instant, puisque je parlais du quotidien tout à l'heure, je parlais de l'armement, de l'alimentation, de la solde, c'est très important, et puis des ambulances militaires. Nous allons voir ce qu'était le quotidien des grognards dans un instant, dans le cadre toujours de cette grande exposition qui se tient au château de Vincennes. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors j'avais quelques questions d'auditeurs, je voulais parler du quotidien, on refera tout ça, je vous rassure, mais là c'est l'actualité qui prime évidemment. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean Tullard, Napoléon chef de guerre chez Talandier, et puis courez au château de Vincennes voir cette exposition au pavillon du roi sur les traces de la grande armée, des aigles et des hommes, c'est jusqu'au 24 février prochain. Pardon messieurs d'écourter un peu notre conversation, je passe l'antenne maintenant à Patrick Roger qui va nous faire vivre l'histoire en direct dans son cas. Donc Patrick, c'est à vous.